Bonjour à tous. Merci d'être venus à notre pause pédagogique. Je suis Claire et je suis accompagnée de... je suis Sonia. Sonia. Et je suis accompagnée de... Et de... Roger. Voilà, Roger pour aujourd'hui. Du coup, nous avons choisi une thématique des biais cognitifs avec un article de « Quand nos cerveaux nous jouent des tours, les biais cognitifs en apprentissage ». Pour commencer, on va vous demander un petit jeu de trouver le meurtrier. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Alors, d'après vous, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord? Qui c'est qui est d'accord? Est-ce qu'il y en a qui sont pas d'accord? Pas d'accord. Est-ce qu'il y en a qui se prononcent pas? D'accord. Pour avoir la réponse, je vais vous proposer de revoir la scène sous un autre angle. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Donc cette petite vidéo pour vous faire voir qu'en fait quand on est focalisé sur quelque chose, ben en fait on peut pas faire attention à d'autres choses. Et je pense pas trop me tromper en me disant que vous n'avez pas vu les plus de 20 changements dans l'image. Si on en voit un ou deux, mais pas plus. Je vous propose à maintenant, on a tous reconnu un tableau célèbre, la Joconde de Léonard de Vinci. Mais très rapidement, on se rend compte que c'est pas la vraie Joconde. On est d'accord? On voit un petit chat, on voit des petits lapins, il y a des chiens, il y a des visages sur le fond. Et du coup, tout ça pour arriver au raisonnement. On a le raisonnement rapide qui nous fait identifier la Joconde du premier coup d'œil. Et dans un deuxième temps, si on ralentit un tout petit peu, on peut identifier des différences. Et qui nous font dire que en fait, c'est pas le vrai tableau. On s'est basé sur un article de Jean Manoglian de 2016 où en fait il répertorie 250 biais cognitifs, ce qui est énorme. Donc on a sélectionné un autre article qui se base sur 6 biais cognitifs et on va vous demander à présent de prendre les petites enveloppes en papier craft que vous avez sur vos tables où dedans vous avez des petites cartes où vous avez les 6 biais cognitifs qui sont identifiés dans l'article avec la définition de chacun des biais. Un peu de pâte à fixe et il faut, le but du jeu, relier la définition avec le bon biais. Est-ce que les consignes sont claires? C'est bon pour la consigne? Oui. Alors j'ai l'impression que vous avez terminé sur chacun des îlots. Je vous propose de mettre en commun du coup la définition avec le bon biais.
Donc le biais sensorimoteur, qui veut... Les patients sont trompés lors de la capture d'informations extérieures ou de la motricité en raison d'une mauvaise analyse par notre système visuel. Bravo. Le biais mnésique. Émile? Ensemble des perturbations de la perception de la mémoire affectant les souvenirs, souvent modulés ou altérés par les états émotionnels. Merci. Biais de jugement. Allez, on y va. Notre jugement inconscient influencé par une représentation du monde peut être altéré par des biais tels que l'appel à la probabilité, le biais de confirmation ou le biais d'ancrage. Biais lié à la personnalité. Ces biais influencés par l'individualité, la culture et les habitudes entraînent des erreurs de traitement, des faits ou une banalité familière dans une culture, perçue comme une étrangeté ailleurs, modifiant ainsi nos actions. C'est ça. Biais attentionnel. Oui. Les problèmes de perception liés à l'attention, essentiels à l'apprentissage, résultent du filtre attentionnel de notre cerveau qui, en triant les informations sur nos priorités, centres d'intérêt et émotions, peut induire des biais et fausser le traitement cognitif. Puisque le sixième biais, c'est le biais de raisonnement. Ce sont des erreurs de raisonnement qui induisent des erreurs, comme privilégier certains éléments qui confirment des hypothèses ou des généralisations. Voilà. Maintenant qu'on a vu la définition de ces biais, on va vous proposer de faire un blind test. Parce que connaître l'organisation, c'est une chose, mais est-ce que vous allez savoir le reconnaître en situation? Oui. Du coup, on insiste sur quelques consignes pour ce blind test. C'est une réflexion de groupe. D'accord? On ne crie pas pour dire j'ai la réponse. Par contre, vous brandissez le bon biais, le ou les bons biais que vous avez identifiés. Les cartes. C'est bon? Est-ce que les consignes sont claires? Tout le monde a compris? Alors, première situation. Fred Eric, 24 ans, qui est en 3e année de médecine, effectue actuellement un stage en neurologie. Un jour, il participe à une simulation de réalité virtuelle sur une pièce avec couvert de motifs en mouvement. Ces motifs étaient lentement construits, et qui sont immobiles. L'étudiant commence à ressentir une forte sensation de mouvement. Cette sensation est si puissante qu'il commence à éprouver des vertiges, légères, de nausées. Alors j'ai vu que Caro a un besoin Quand est-ce qu'il fallait arrêter de... Quand est-ce qu'on pouvait... Ah oui, non, mais voilà. Elle a brandi en premier. Donc, Caro, biais sensorimoteur. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais. Apparemment, Hugo avait autre chose. Il n'y a pas attentionnel. Pourquoi attentionnel? Parce que réalité virtuelle, motif en mouvement, etc. Ça me faisait penser aussi à l'attention. À l'attention? C'était un peu détourné, il était dans l'illusion, quoi. Ouais, mais c'est la façon dont il va capter l'information, ce qu'il va en faire aussi. C'est plus la façon dont il va capter. Mais suivant la situation, on peut aussi voir un biais attentionnel. Ouais, c'est un biais dit de vection qui a une tendance à ressentir une illusion de mouvement corporel lorsqu'on observe un mouvement visuel sans réel déplacement. Voilà, ce serait ça. Mais c'est effectivement... Ça serait comment, c'est ça? Biais de vection. Vection. Sinon, on est parti pour sinon, la Caro, suite. ça s'appelle comment? Etsu. Alors c'est le 251e biais. On est prêt pour la situation 2? C'est parti. Valérance, kinésithérapeute, accueille un patient qui se plaint d'une douleur persistante à l'épaule droite depuis plusieurs semaines. Après examen clinique, Valérance est convaincu qu'il s'agit d'un syndrome de l'accrochage subacromial, une pathologie fréquente chez les patients qui ont Valérance met en place un traitement axé sur la réduction de l'épaule. Cependant, après plusieurs semaines, la douleur s'intensifie et commence à irradier vers le bras. En réalisant les examens complémentaires, Valérance diagnostique une forme atypique d'amyotrophie névralgique, personnage Turner, une pathologie rare et souvent confondue avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Valérance s'en veut d'avoir amené un diagnostic aussi évident et se promet de ne plus faire plus attention la prochaine fois. Bon, globalement, vous êtes d'accord sur le biais de jugement et le biais de raisonnement.
Par contre, il y a Fred qui en brandit un supplémentaire. Vas-y. On t'écoute? Qui a la personnalité? Pourquoi? Parce que c'est noté qu'elle a souvent l'habitude d'avoir ces pathologies-là. Donc la personnalité, elle, dans son cabinet, elle a souvent cette pathologie-là simple. Peut-être que si c'était une personne qui fait justement, qui est dans un centre très spécifique et qui n'a que des pathologies comme ça, elle n'aurait pas eu Après, on pourrait se dire aussi que elle ne s'est pas remise en cause sur son diagnostic qui était pourtant fréquent et que peut-être par sa personnalité, elle s'est pas remise en cause. C'est bien influencé par l'individu, la culture et les habitudes. Elle a l'habitude de faire comme cela. Quand elle a cette pathologie, elle a l'habitude de faire ça. Et du coup, elle était biaisée. Alors, on avait identifié un biais de raisonnement dans cette situation, construit autour de ça, autour des biais de la représentativité, de la disponibilité et des biais rétrospectifs. Il y avait 3 biais dans cette situation. Mais c'était donc plutôt un biais de raisonnement. Situation suivante, attention. Situation 3, l'étudiant Ben Scan est en 3e année de formation en manipulation radio. Aucun lien, personne. Vous avez compris. Un jour, il reçoit un patient pour une radiographie pulmonaire. Le patient mentionne qu'il a récemment eu une toux persistante et que son médecin traitant suspecte une infection pulmonaire. Ben Scan a déjà réalisé 3 radiographies pour les infections pulmonaires cette semaine et reconnaît tout de suite les signes de cette pneumonie. Ben effectue la radiographie et commence à analyser les images. Malgré des anomalies visibles sur la radiographie, il se concentre sur les signes d'infection pulmonaire. Lorsque son superviseur intervient et évalue l'image, celui-ci pointe la présence de nodules pulmonaires. Alors, il y a de la discussion, Alors. Ouais. Chloé. Ok, Caro. Maintenant, on était sur le raisonnement en disant il se concentre sur les signes d'infection pulmonaire et le biais, c'était privilégier des éléments qui confirment une hypothèse. Donc, bon, on a eu le débat, mais plus au biais de raisonnement. Et alors, la question, c'est est-ce que dans ces grandes familles de biais, il y a des biais que vous connaîtriez de votre vie personnelle que vous avez envie de citer? Parce que là, c'est des grandes catégories. Il y a des petites catégories qui vous évoquent quelque chose. L'idéalisation, ouais. Il y a Chloé qui a dit le biais d'influence du mari. Chloé, En fonction de la vie du groupe, effectivement, tu as les mêmes choix, tu vas à la douleur. Exactement. Les mêmes choix que le groupe, même si tu n'es pas d'accord avec eux. Tout à fait. Il y a des conformités. Non. Moi, je parlais du biais de confirmation où on a tendance à se focaliser sur les éléments qui renforcent nos convictions. Exactement, il y a 250 biais, mais dans les biais qui sont un peu plus importants, et on y reviendra, il y a le biais de confirmation qui est effectivement la tendance à essayer de confirmer nos hypothèses, qui revient souvent en médecine. L'autre aussi qui était caché là-dedans et qui vous dira peut-être quelque chose, c'est le biais de disponibilité. C'est un peu ce que vous avez dit, c'est on utilise d'abord les connaissances qui sont fraîches dans notre cerveau, donc on a utilisé récemment. Donc si on a un cas qui ressemblait beaucoup la veille, on va avoir tendance à refaire le même diagnostic en priorité parce que les informations sont plus présentes dans notre esprit. Alors, situation suivante. Alors, Bob est étudiant en 4e année de médecine et qui effectue un stage aux urgences. Un jour, il gère une situation d'urgence d'un patient présentant des symptômes de crise cardiaque. Sa connaissance approfondie, son calme lui permettent de sauver le patient. Quelques jours plus tard, Bob se retrouve dans une situation similaire. Cette fois, l'équipe ne parvient pas à sauver le patient. Bob estime que l'incompétence de ses collègues est à l'origine de ce décès. Alors, plusieurs propositions, on va commencer par là. Il y a une personnalité parce que quand ça marche, c'est lui qui est bien et quand ça marche pas, c'est les autres qui sont pas bien. Ouais, ça marche. Pareil, même. Ok, on a un peu plus de choix. 3. Comment? Musique, ouais, pour quelle raison? Parce que je me souviens que la semaine d'avant, oui, plus tôt, il avait réussi à sauver le patient, et puis là,
en fait, ça lui renvoie ce qu'il a vécu dans sa mémoire, et puis il n'est pas content parce que ça n'a pas fonctionné une deuxième fois. Et ça rend pas la mémoire. Ouais, ça. Clémentine, tu veux compléter par rapport à ce que dit Estelle? Nous, du coup, c'était aussi le biamnésique parce qu'en fait, vu qu'il y a eu un décès, donc pour lui, ça peut quand même l'affecter émotionnellement parlant. Et du coup, il s'est rappelé que la dernière fois, il l'a sauvé et pas là. Et sauf qu'il rejette la faute sur les autres. C'était ça. Ouais. Et c'était surtout que, avec l'émotion, il peut ne pas évaluer la bonne situation et quel a été le problème dans cette situation. C'est aussi qu'on a eu du biamnésique et personnalité, pareil. Tout à fait. Ok, Alexis, mnésique aussi. On est sur le même type. En effet, il était dans une situation stressante. Est-ce qu'il a vraiment pu totalement maîtriser l'ensemble des paramètres? Il voit que ses collègues ne réussissent pas, il a l'impression d'avoir réussi parce que le patient il a survécu. Moi, c'est là où c'est. Du coup, ça, j'ai pas cette partie sur. Peut-être aussi un élément constitutif de la personnalité de Bob, de voir ses réussites, mais de pas être capable d'être critique sur ses non-réussites. Ouais. Tout à fait. Okay. Et Fred, t'avais le même? Oui, j'avais la même chose, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y avait le biais de raisonnement. La question c'était, dans son raisonnement, la première partie il raisonne en disant que c'est bon, il avait sauvé le patient. La deuxième partie il raisonne en disant que les collègues n'ont pas sauvé le patient, donc il y a quand même un biais de raisonnement aussi. Dans son raisonnement à lui, pas dans le raisonnement par rapport à une pathologie, mais dans son raisonnement de l'analyse. Il y avait une proposition autour du biais de jugement. Oui, parce que il part sur ces... quelque part, on a des représentations. Sa connaissance approfondie et son calme permettent de sauver. Donc, il a une représentation. Il a des connaissances, oui, mais une représentation finalement de ce patient qu'il a sauvé. Et dans un autre contexte, ça ne marche pas. Voilà. Et Chloé, c'était le même, je crois. Hein. Ouais. Pour quelle raison? Parce que son jugement n'est pas bon. Ouais, effectivement. Alors, on avait plutôt retenu le biais de jugement, et là, c'était spécifiquement, c'est un biais d'autocomplaisance. Biais d'autocomplaisance qui est une tendance à attribuer nos réussites et nos qualités propres, et nos échecs et les facteurs qui ne dépendent pas de nous. Biais d'autocomplaisance. Quand je réussis, c'est moi, et quand ça marche pas, c'est forcément quelqu'un d'autre. Ouais, situation 6, Mariem, 3e année, en ergothérapie, une séance de rééducation à travailler avec un patient qui se remet d'un AVC. Le patient a des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes et Mariem doit évaluer ses progrès et ajuster le plan de traitement en conséquence. Mariem présente deux options au patient. La première qui est de continuer le plan de traitement actuel qui a montré des progrès modérés mais constants. Le deuxième qui est d'essayer une nouvelle approche thérapeutique plus intensive qui pourrait potentiellement accélérer la récupération mais comporte des risques de fatigue et de stress supplémentaires. Mariem décrit la première option comme sûre et stable et la seconde comme risquée mais potentiellement plus efficace. Le patient choisit de continuer avec le plan de traitement actuel bien que la nouvelle approche thérapeutique ait des avantages potentiels et significatifs. Regardez le biais du patient. C'est pas pareil. Alors Emeline, c'est vous qui aviez levé vos petits cartons en premier. Ça a réalisé le fait que le patient il va être influencé par la personnalité. En fait, l'ergothérapeute à ce moment-là impulse une idée et vient influencer la façon dont le patient, lui, va juger ça. Donc, pour nous, il y a biais lié à la personnalité et biais lié au jugement chez le patient. Ok. Il y en a qui ont rajouté d'autres biais. Alexis? Alors moi, je me sors un peu les autres, mais je m'en sortirai tout seul.
Les antithèses. Allez, c'est parti, les antithèses synthèse. Non, mais globalement, il a eu un AVC récemment. Est-ce que finalement, par l'intermédiaire de son AVC, il n'y a pas une fonction cognitive supérieure qui a été atteinte et donc transférée moteur? Est-ce que finalement, il n'a pas méjugé la manière dont Marie-M, on sait que Marie-M fait son travail à la perfection, lui a présenté ces deux cadres de traitement? Oui. Ouais. Tout à fait. Ça vient moins de... Quelle belle synthèse. Alors, tu en avais un en C'est un peu dans la même lignée de la galaxie, mais je vais synthétiser. Et attention, parce que quand on a un AVC dans une maladie, en gros, il a déjà une charge cognitive. Donc, moi, je sais, quand on m'a expliqué après ma fracture de clavicule qu'il fallait que je fasse, j'ai retenu même pas le quart de ce qu'on m'a expliqué après l'opération. Donc, j'imagine qu'après un truc comme ça, l'attention, elle est. Voilà. En tant que patient et en tant que. Tout à fait. Alors là, on aurait plutôt identifié dans le biais de raisonnement. Il y en avait deux. Biais de cadrage qui a tendance à être influencé par la façon dont les informations sont présentées. Et puis le biais de risque relatif qui est une inclinaison forte à choisir un traitement lorsqu'on lui présente le risque relatif que lorsqu'on lui présente le même traitement en termes de risque absolu. C'est surtout le biais de cadrage qui tend. On fait pareil avec le principe de l'aversion au risque. Oui. Oui. Chloé, de nouveau, rien à étudiante en voir. troisième année de formation maïotique, doit évaluer une patiente enceinte qui présente des symptômes atypiques lors de l'évaluation initiale. Chloé remarque que la patiente présente des symptômes qui pourraient indiquer une prééclampsie. Elle a récemment lu plusieurs articles sur les fausses alarmes et les diagnostics erronés de prééclampsie. Elle commence à chercher des informations qui confirment son hypothèse initiale, qui est que les symptômes qu'elle relève ne sont pas graves. Elle hésite à demander de l'aide ou à exprimer ses doutes. Elle se convainc qu'elle peut gérer la situation seule et que demander de l'aide pourrait être perçu comme un signe de faiblesse. Alors j'ai vu Fred lever la main en premier avec son biais. Fred. Ouais, la biais de personnalité dans le sens où elle a la perception que si elle demande de l'aide alors qu'elle n'a pas besoin, c'est un signe de faiblesse. Donc c'est vrai qu'il y a plus celle par moi dans le et la personne. Tout à fait. Alors quels étaient les autres biais que vous avez repérés? Chloé. On a rajouté le biais de confirmation qu'on a évoqué tout à l'heure. Elle ne cherchait que les articles qui confirment son hypothèse. Le biais de disponibilité, où les articles sont acceptés, mais du coup, au contraire, en parallèle, je sais que c'est recherché à ce que les biais disponibles. Ouais, d'autres explications? Il y a toujours encore le biais de raisonnement. Biais de raisonnement? Biais de raisonnement, ouais. Tu nous expliques en... Elle cherche, avec le biais de confirmation, qui est pour moi aussi un biais de raisonnement, elle cherche à confirmer son hypothèse, donc elle retourne dans cet effet de tunnel et potentiellement un biais de raisonnement. Exactement. Aurélie? Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Biais de jugement? Ouais. Voilà. Avec ces articles qu'elle a vus, du coup, ça l'a un peu perturbée dans son organisation très tranchée. Du coup, elle ne pose peut-être pas assez de questions, enfin voilà, elle conclut un peu rapidement. Tout à fait. Ok. Donc là, il y avait deux grandes familles de biais, les biais de jugement. Donc avec le biais de confirmation, enfin le biais de confirmation et les biais de disponibilité dont on parlait Chloé, c'est exactement ça ce qui avait été vu. Et puis sur la partie, le biais lié effectivement à la personnalité, par le biais de désirabilité. Ouais, désirabilité sociale. Elle ne veut pas paraître, elle veut paraître vite. Alors, lors d'une situation clinique, Thierry présente un cas complexe au superviseur venu faire une supervision dans le service de cardiologie où il est en stage. Le patient est un homme âgé présentant des symptômes atypiques qui pourraient indiquer plusieurs diagnostics possibles. Le superviseur, en écoutant la présentation de Thierry, commence à formuler dans sa tête une hypothèse initiale basée sur son expérience.
Le superviseur pose des questions, se focalisant sur les symptômes qui suggèrent une insuffisance cardiaque comme il le pense. Il aide ainsi Thierry à se concentrer sur ces aspects en lui posant des questions. Thierry répond aux questions du superviseur sans mentionner les autres signes qu'il a pu voir, comme les signes de fièvre ou de doute productive. Hugo. Il y a un biais attentionnel, parce qu'en fait, le superviseur, il focalise l'attention de Thierry sur un truc bien précis, ce qui fait que Thierry ne peut pas forcément parler des autres signes. Tout à fait. Vous aviez repéré d'autres biais? Fred et... Lié à la personnalité, en fait, le fait qu'il y ait cette hiérarchie entre le superviseur et l'étudiant, en fait, ça crée donc on dit aussi qu'il y avait des biais liés à la personnalité. Tout à fait. Et j'enchaîne, bah, c'est bien. En effet, par cette hiérarchie, finalement, il y a un état émotionnel sur Thierry qui est important, il y a du stress. Son superviseur lui fait peut-être peur. Et donc, finalement, ces fameux signes sont passés dans les oubliettes de sa mémoire. Oubliés de Merci. Ok, donc on avait identifié plutôt un biais de jugement pour le superviseur. Toujours ce biais de confirmation, enfin, j'ai une idée, donc j'y vais, l'effet tunnel. Et puis là encore, le biais lié à la personnalité, avec le biais de désirabilité sociale, une fois de plus, ne pas contredire quelqu'un qui, normalement, sait. Attention, dernière situation. Hassan, étudiant en première année de formation en soins infirmiers, doit effectuer un prélèvement sanguin sur un patient. Le superviseur entend dire que Hassan a fait plusieurs fautes d'asepsie lors de son stage précédent. Avant de commencer, il décide de réexpliquer les étapes du prélèvement sanguin en insistant sur l'importance de l'asepsie. Il commence le prélèvement. Hassan se sent incertain et hésitant, d'autant plus qu'il sait que le superviseur est sévère. Il a du mal à se rappeler l'ordre exact des étapes et des détails cruciaux pour assurer l'asepsie et la précision. Après quelques tentatives infructueuses, Hassan décide de demander à son superviseur de lui montrer les étapes du prélèvement sanguin. Le superviseur, devant l'incompétence de son élève, montre alors chaque étape en détail en commentant ses gestes. Il conclut la session par le commentaire: la prochaine fois, venez en connaissant vos cours. Alors, on y va. Alors, on n'affiche que 3. Il est attentionnel parce que, en fait, il est tellement stressé, enfin, stressé, donc il est un peu de la personnalité de la propos du superviseur, qu'en fait, il ne fait pas attention à ce qui se passe parce qu'il est trop dans son émotion. Donc, oui, donc, la personnalité, c'est pas justement la relation entre le supérieur et puis le subordonné, entre guillemets, entre le superviseur qui est strict et Hassan, comme on connaît comme il est. Donc voilà, il y a cette relation-là qui on a aussi dit avec du jugement justement par rapport aux représentations qu'on peut avoir, notamment sur cette relation-là avec le superviseur assez strict. C'était aussi peut-être qu'il se rappelle plus quelque chose qu'il a fait plusieurs fois. Ouais, nous aussi. Je l'ai dit, pour quelle raison? Pareil, mon stress, du fait que le superviseur explique les incompétences, en fait, c'est peut-être perd ses moyens à cause du superviseur. Ouais. Estelle? Le biais négatif, mais autant pour le superviseur que pour l'émission. Parce que le superviseur, il a entendu dire, donc sa mémoire a été, en fait, comment dire, altérée, influencée par les non-dits. Et ça donne une conduite à tenir pour le superviseur. Il a déjà anticipé sa façon d'être avec la femme. Et Hassan, comme il sait que le
supérieur qui est strict et qui est sévère, tu crains déjà de refaire la solution parce qu'il a une mauvaise mémoire, enfin il a une mauvaise Expérience ou il a une mauvaise expérience de ce soir. non. Et puis, Oui. Et on a un petit îlot là où il y a tous les biais. et oui, il y a tout. Ouais. Mais encore. Ouais, c'est qu'on n'a pas vu. Sans réglementaire. Là, moi, c'est parce que j'ai hérité de la mauvaise pancarte dans le lot et je voulais la lever à un moment ou à un autre. Mais non, il y a du Ouais, on m'a dit aussi parce que l'effet qui tremble, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu de malformation? Et parce que sinon, c'est un biais parce qu'elle est moins levée aussi que les autres, cette pancarte-là. D'accord. Voilà. On me l'a fait lever parce que Fred voulait faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais du coup, non, on s'est demandé si le superviseur n'avait pas un biais de raisonnement en pensant que c'était la bonne solution de montrer et de lui dire un truc comme ça, et c'était pas un biais de raisonnement de penser que c'est la bonne méthode. Ok. Alors une conclusion en un mot. Quelqu'un a envie de conclure ce jeu? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette activité? Ouais, Fred? Non, que, en fait, enfin, ce que j'ai eu l'impression, c'est quand même, suivant le prisme de lecture qu'on lisait, on avait un arc-en-ciel de biais qu'on pouvait développer. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ce jeu, en fait, il est nul parce qu'en fait, on a tous raison. On a tous faux et suivant le prisme, effectivement, de lecture du cas clinique, eh ben, on va trouver tous les biais et en même temps aucun. Donc, en fait, les biais, c'est extrêmement difficile. Voilà, et donc à la question que vous vous posez tous et toutes, Il est nul ce jeu. Il est nul ce jeu. Est-ce que vraiment les gens de la pause pédagogique ont mal fait leur travail? On a une réponse argumentée avec de la littérature. Voilà. Donc il y a une étude de la littérature qui s'est justement intéressée à ça, qui a écrit des raisonnements cliniques où il y avait des maladies équiprobables. Donc ils avaient écrit le cas pour que vraiment ce soit 50% une pneumonie, 50% un cancer du poumon. Et ils ont écrit une décision de l'interne. L'interne décide que c'est une pneumonie. Et après, ils ont mis la petite phrase « c'est vrai » ou « en fait c'était vrai, en fait c'était faux ». Et ils ont donné la version « c'est vrai » par exemple à la table là qui était des experts en jugement du raisonnement et l'autre version où c'était juste la même chose mais faux à cette table là. Et ce qu'ils ont trouvé c'est que pourtant même en donnant à des experts du raisonnement et des biais à qui on avait réexpliqué les biais pour être bien sûr qu'ils étaient bien d'accord sur les définitions, et ben les experts ne trouvaient pas du tout les mêmes biais, ne trouvaient pas du tout le même nombre de biais. Et la seule chose qui ressortait systématiquement, c'est que si on disait en fait l'étudiant avait faux, il y avait beaucoup plus de biais qui étaient trouvés pour exactement le même raisonnement, mais l'étudiant avait vrai. Ce qui en sort, c'est que c'est très difficile de bien estimer des biais, surtout quand on s'amuse à en trouver 250. Il y a 3 biais qui ont vraiment été identifiés comme pertinents dans le raisonnement clinique médical. Ça ne veut pas dire que les autres n'existent pas, mais en tout cas dans le raisonnement clinique, ils ont été moins montrés comme pertinents. C'était les biais de confirmation. On a toujours tendance à essayer de confirmer notre première hypothèse. Le biais de disponibilité, on a tendance à se baser sur l'information qu'on a en tête. Et évidemment, parce que je ne l'ai pas noté, j'ai oublié le 3e biais, si le biais rétrospectif, qui est celui qui a tendance à se dire, une fois qu'on a la solution, en fait, on pense que c'était évident, alors que ça ne l'était pas au moment où on n'avait pas la solution ou la réponse. Vous pourrez repenser à ça la prochaine fois que vous direz, je me suis bêtement trompé dans ce raisonnement clinique. Bon, mais alors comment est-ce qu'on élimine les biais qui faussent le raisonnement clinique de nos étudiants? Est-ce que quelqu'un vient de se dire, en lisant cette phrase, c'est simple, on leur dit de ralentir? Non, parce que vous êtes tous des élèves du DU de pédagogie ou du master. Un grand cliché qui a beaucoup été étudié dans la littérature, c'est on leur dit de ralentir pour laisser donc le raisonnement 2, le système 2, qui est un peu plus lent, le temps de rattraper le système 1 qui lui est parti à toute vitesse, parfois dans la mauvaise direction. Eh bien, il y a une revue de la littérature. On ne sait pas si c'est vraiment une équipe sérieuse. On ne connaît pas ces gens, donc on ne peut pas vraiment avoir un idée. Mais il y a un article qui est paru en 2024 qui affirme au contraire que les erreurs proviennent à la fois du raisonnement du système 1 et du système 2, et que les deux processus ne sont pas essentiels au processus de raisonnement diagnostique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin des deux. Tu peux passer, qu'en fait les deux processus sont une bonne équipe, mais que les experts, surtout sur des cas simples, vont pouvoir raisonner juste avec uniquement le 1, le système 1,
et que le système 2 est un peu plus un système de situation complexe ou surtout un système de débutants qui ont besoin de plus y aller pas à pas et de tout vérifier pour être sûr d'eux. Si on pervertit le fameux gruyère de l'erreur médicale, on peut l'appliquer à ce système-là aussi en disant que les erreurs de raisonnement, c'est un problème de système 1, suivi d'un problème de système 2, suivi par un défaut de supervision quand même, et éventuellement d'un défaut des collègues autour qui n'ont rien dit non plus alors qu'une erreur était en train de se produire. La question qu'on se pose tous, c'est peut-on réduire la taille des trous pour éviter quand même que ce soit si simple d'aligner autant d'erreurs coup sur coup. Et en matière de raisonnement, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire la taille des trous, et c'est même notre travail. Parce qu'en fait, toujours, pour reprendre cette image de la Mona Lisa, en système 1, instantanément, on peut éventuellement se dire, c'est peut-être la Joconde. Mais effectivement, si vous êtes un débutant et que vous n'êtes pas très sûr de à quoi elle ressemble la Joconde, si vous la regardez suffisamment longtemps, vous allez vous dire, non mais peut-être que quand même un chat, un chien, on en aurait parlé, non, si c'était la Joconde. Si vous êtes un expert, il n'y a pas besoin de passer 15 secondes pour vous dire, c'est pas la Joconde. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la Joconde, ou que vous en avez vaguement entendu parler un jour dans votre vie, alors vous pouvez passer 2 heures à regarder ce tableau, vous ne saurez toujours pas que ce n'est pas la Joconde. Vous avez besoin d'un minimum de connaissances dans ce domaine-là. Et c'est là que toujours cet article de gens qu'on aime bien conclut que les erreurs de raisonnement sont une conséquence de la nature, c'est-à-dire la quantité et la qualité de l'expérience et des connaissances récupérées. C'est-à-dire qu'il faut avoir des connaissances médicales et une expérience pour avoir un raisonnement juste, et que si on n'y connaît rien, il n'y a pas de connaissances à récupérer. Et notre rôle dans la diminution des erreurs du raisonnement clinique, c'est d'enseigner la médecine à nos étudiants, et le raisonnement clinique à nos étudiants. Si on doit conclure, c'est que nous sommes tous soumis à des biais qui influencent à la fois nos apprentissages, les évaluations que nous faisons en tant qu'enseignants, formateurs, formatrices, et les prises en charge thérapeutiques de nos patients et patientes. Il semblerait pour l'instant que la meilleure et peut-être la seule solution de réduire leur impact, l'impact de ces biais, c'est d'acquérir des connaissances dans le domaine ciblé, et ce dans tous les deux. Nous vous remercions pour votre attention, et nous avons fait une petite diapositive de bibliographie qu'on pourra vous redonner, mais basiquement tout est dans l'article de 2024 de Norman Pelaccia, Bayer et Cherdino, qu'on pourra vous renvoyer. Merci beaucoup. Merci.